Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belgica Biladi, une histoire belgo-marocaine, c'est le titre de l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui. Publié aux éditions de l'ULB à l'occasion des 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique, cet ouvrage est particulièrement riche parce qu'il mêle des articles scientifiques, d'historiens, de politologues, de sociologues, mais aussi des témoignages de Marocains de la première, deuxième, troisième génération. Cet ouvrage, il est accompagné d'une exposition, Belgica Biladi, qui va s'envoler vers le Maroc, et aussi d'une série de podcasts. Nous avons le plaisir de recevoir celui qui est à l'initiative de ce projet, Ahmed Medoun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire général de cette exposition Belgica Biladi et l'un des co-directeurs donc, de cet ouvrage. J'ai envie de commencer avec vous par la couverture justement de cet ouvrage. On voit la photo de Waiba Yachou, influenceuse, et de sa grand-mère, Ena. Pourquoi avoir choisi cette photo? En quoi est-ce qu'elle est symbolique finalement de cette histoire belgo-marocaine? Elle est symbolique parce que voilà deux générations de femmes. La première, la plus âgée, a une très belle histoire puisqu'elle est arrivée jusqu'à Paris et a vendu ses bijoux pour pouvoir amener son mari et ses enfants jusqu'à Bruxelles. Elle est symbolique parce que les femmes comme elle disparaissent jour après jour et ce sont les doyennes. Elle est symbolique parce que ces femmes, ce sont les invisibles de cette histoire de l'immigration marocaine. Et puis à côté d'elle, sa petite fille, devenue influenceuse, qui conjugue la complexité de toutes ses identités. Et c'est une citoyenne transnationale qui, aujourd'hui, a énormément de succès sur la toile. Mais c'est vrai que cet ouvrage, il parle beaucoup de cette double identité, de cette citoyenneté transfrontalière, le fait qu'on ne doit pas choisir entre une ou l'autre culture, mais qu'on peut choisir les deux. Oui, c'est ce que diront énormément de jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils sont construits finalement, non pas mal assis entre deux chaises, mais de plus en plus confortablement installés entre la frite et la tagine, ou entre la frite et la date, si vous préférez une autre métaphore. Ils ont une identité complexe qui résiste à ce que l'on appelle l'assignation à résidence identitaire. Ils disent je ne suis pas que. Je suis aussi cela. Et donc, après le je suis, il y a des points de suspension, mais c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes très allergiques à l'idée de l'assignation à une résidence identitaire. Il y a dans le Talmud cette très jolie formule « N'enferme pas mon infini dans ta finitude, n'enferme pas mon infini dans ta finitude ». Eh bien, finalement, c'est un peu ce que tant d'hommes et de femmes aujourd'hui qui grandissent avec ces identités complexes nous disent. Alors, on va revenir justement sur cette arrivée. En 64, il y a cet accord qui est signé entre la Belgique et le Maroc. Il y a toute une série de personnes qui vont arriver, d'hommes et puis de femmes. Ils vont arriver dans une Belgique qui ressemble un peu à une tour de Babel, une société assez complexe avec plusieurs langues. Eux-mêmes viennent d'une société qui ressemble aussi un peu à une tour de Babel, assez complexe, avec plusieurs langues, le Maroc. Du coup, quelles ont été les difficultés finalement? Est-ce que ça a rendu ça plus compliqué? Alors vous faites bien de comparer une tour de Babel à une autre. C'est vrai que ces migrants quittent le Maroc, mais à des moments différents. Les Marocains sont déjà des candidats à l'immigration de longue date, soit par le chemin des caravanes vers le sud de l'Afrique. Le Maroc, c'est le Finistère de l'Afrique, le Maghreb el-Aqsa, c'est-à-dire cette région la plus occidentale de l'Afrique. Point de départ aussi des migrations vers la Mecque, avec toute une série de comptoirs économiques qui se sont développés avec le temps. Mais c'est aussi, avec le temps, progressivement, et après les périodes coloniales, et les appels d'abord à soldats, les fameux goumiers, qui... Il faut savoir que donc, ils ont combattu pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Absolument, ils viennent donner leur vie. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, anciens soldats, se retrouvent en Belgique dès les années 30 et progressivement, ce scénario se répète à la seconde moitié, enfin en tout cas pour la Seconde Guerre mondiale, de la chair à canon en partie.
mais c'est vrai également pour les Sénégalais, entre autres, comme ça a été vrai d'ailleurs pour les soldats noirs américains sur la côte atlantique au moment du débarquement. Et puis, progressivement, vous l'avez dit, ils viennent aussi apporter leurs bras parce que l'économie de la Belgique se construisait sur le charbon juste après la Seconde Guerre mondiale. Et progressivement, ils viennent aussi apporter leur contribution à la démographie belge en pleine crise. Ils viennent apporter leur naissance, le rajeunissement de la Belgique de l'époque que l'on retrouve encore dans les maternités bruxelloises en particulier. Et puis, avec le temps, ils viennent aussi apporter leur défense des droits, aussi bien en Belgique, des luttes contre les discriminations, des luttes contre le racisme, mais aussi ce sont d'importants et surtout d'importantes contributrices au développement et aux batailles pour les droits des femmes au Maroc. Ils exportent, hein, les combats qu'ils peuvent mener en Belgique s'exportent aussi au Maroc. Absolument. Ce sont des contributeurs au développement, ce sont des acteurs et des actrices du développement. Et puis progressivement, ce sont aussi des cerveaux. Parce qu'évidemment, il y a ceux qui viennent et qui sont venus pour des études, mais il y a aussi tout ce que l'école a produit comme futurs diplômés ici dans tous les domaines. Alors, c'est vrai que c'est une des choses qui m'a marquée dans le livre, avec tous ces témoignages et tous ces personnages qu'on voit qui viennent du milieu culturel, du milieu académique, des personnalités du monde politique, économique aussi, toute une série de portraits qui émaillent ce livre. Et on voit qu'il y a vraiment ces trois temps, hein, ce temps de peut-être des discriminations dans les années 70, l'exclusion scolaire, puis l'inclusion politique, et puis vraiment ce temps de la reconnaissance. On y est aujourd'hui à ce temps de la reconnaissance. Oui, en tout cas, on vient de loin. On vient de loin puisque nous étions dans le temps de la déconsidération et ça se comprend puisque finalement les rapports entre l'Orient et l'Occident et l'Orient musulman, cet empire monde gigantesque qui allait de l'Espagne jusqu'aux frontières de l'Indus, dans cet empire monde, eh bien évidemment progressivement les représentations de l'Europe se sont un peu figées. Ces stéréotypes à propos de l'islam ont fait progressivement en sorte, à travers les croisés, etc., on fait en sorte que ce choc a construit énormément de stéréotypes, de représentations. Si l'on rajoute à cela l'expérience migratoire elle-même, c'est-à-dire d'abord l'expérience d'hommes, partis pour travailler, ils ont la dignité grâce au travail, et puis la crise économique a fait en sorte qu'ils vont perdre cette dignité progressivement, et puis les attentats vont venir, et au fur et à mesure du temps, imaginons que toutes ces générations se promènent dans une galerie de miroirs qui leur renvoie des images dépréciatives du groupe auquel ils appartiennent et eux-mêmes. Et cela prend du temps de faire ce chemin qui va de la honte, d'identité abîmée, vers la fierté. Et c'est la raison pour laquelle, dans cet ouvrage, nous avons choisi de faire en sorte que des diffuseurs d'optimisme soient mis à l'honneur, ceux et celles qui nettoient ces miroirs abîmés et redonne en quelque sorte le chemin de la confiance. C'est aussi pour ça que c'est toujours important d'en parler aujourd'hui de cette histoire, pour mettre en avant aussi ces différents profils, pour continuer à raconter cette histoire qu'on a un peu oubliée parfois ou qui n'est pas assez présente, par exemple, dans les manuels scolaires. Mais le paradoxe de l'histoire, c'est qu'elle n'a pas de mémoire. Et que souvent on l'efface, c'est le propre de beaucoup de pays. Et l'amnésie de l'histoire, eh bien, nous avons voulu, à notre façon, restaurer cette histoire qui figure très peu dans les manuels scolaires. Et quand on est devant des classes aujourd'hui, comme enseignant, je l'ai été longtemps, comment répondre aux questions légitimes de ces enfants sur l'histoire de leurs parents de façon générale et leur contribution au développement de ce pays, leur présence dans ce pays. Et donc oui, effectivement, c'est très important de donner cette place dans le temps de la considération. Eh bien, on va d'ailleurs conseiller, par exemple, aux enseignants de lire ce livre, hein, cet ouvrage qui est très riche avec plein d'informations. Je le disais, vraiment un mélange d'histoires, d'articles de sociologues, de politologues et tous ces témoignages vraiment qui enrichissent l'ouvrage. Merci beaucoup, Ahmed Medoun. Je renvoie aussi vers le site internet Belgica Biladi, ulb.be, où on trouve toutes les informations sur le livre pour le trouver, mais aussi sur l'expo. Merci et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle journée à tous.